Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver, les titres du journal. Chute libre du prix du panier de la tomate fraîche au Bénin. Le panier de tomates a vu son coût baisser de moitié ces dernières semaines. Les producteurs et revendeurs ont du mal à écouler leurs produits. On revisite le code de la route, on s'intéresse aux panneaux de signalisation. Ils sont installés pour guider les usagers dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier, mais peu leur accordent une importance. C'est un genre journalistique qui se caractérise par la durée du travail sur un même sujet, par des recherches approfondies. Le journalisme d'investigation se pratique très peu au Bénin. La tomate fraîche, un produit de grande consommation au Bénin, est disponible en quantité dans les marchés. C'est la saison des tomates. Malheureusement, le panier de ce fruit a drastiquement chuté. Au marché d'Antokpa, grossistes, semi-grossistes et transporteurs sont déboussolés et s'inquiètent des conséquences d'une telle situation. Le constat dans ce reportage de Patrick Adjaboudjou. De la tomate locale, vous pouvez l'acheter en quantité dans tous les marchés du Bénin. Ici, à Dantokpa, des milliers de paniers y sont déversés chaque jour. C'est la saison de la tomate fraîche et la surabondance sur le marché a provoqué une chute drastique du prix du panier. Au début de la saison, on vendait à 10 000. Puis à 7 000 le panier. Subitement, il est cédé à 800. Laurent, un transporteur de tomates, dans son camion, 200 paniers de tomates fraîches. Un panier est cédé entre 1 000 francs et 3 000 francs CFA l'unité, selon l'état de la tomate. Une seule personne pouvait prendre 10 paniers ou 15 paniers. Mais aujourd'hui, certains prennent 5 paniers ou 3 paniers de tomates. Beaucoup évitent les dettes et préfèrent acheter moins de paniers. Comme Laurent, les grossistes ne font pas de bonnes affaires. Dame Anne-Marie, revendeuse, peine à vendre ses tas de tomates, cédées entre 75 francs et 200 francs CFA. J'ai payé le panier à 1500 francs CFA. Quand je vends un tas de 100 francs, difficilement je trouve un bénéfice de 25 francs. Les clients exigent payer le tas de 100 francs à 75 francs CFA. Au finish, sur un panier de 1500 francs, j'ai un bénéfice de 200 francs ou 300 francs CFA. Bonne saison de tomates, certes. Pas encore de grands bénéfices. Pour créer une valeur ajoutée issue de la production agricole locale, l'agroéconomiste propose l'option de la transformation locale. Quand on pense à la transformation, il serait bien que les producteurs se réunissent en des grands groupements, des coopératives, des associations pour pouvoir vendre en groupe déjà à des unités de transformation sur place qui pourront mieux transformer, mieux valoriser cette tomate-là en grande partie pour ne pas se retrouver encore à déplorer de grosses pertes. Pour éviter que les tomates pourrissent sur le marché, dans les champs et créent un manque à gagner aux producteurs, tous les acteurs de la filière agricole locale doivent très tôt revoir leur stratégie de production et de commercialisation. Ce qui reste à faire, c'est de prévoir pour les autres campagnes de production de tomates quelle quantité produire, quelle variété produire, quand est-ce qu'il faut mettre sur le marché et sur quel marché il faut vendre. Des questions auxquelles il est urgent de trouver des réponses qui permettront de booster l'économie locale.
Au Cameroun, par contre, le prix moyen Bochon du kilogramme de cacao passe de 1040 francs CFA à 1060 francs ce mois de septembre. Cette légère embellie révélée par les statistiques du système d'information des filières survient pourtant en pleine saison des pluies. En effet, cette saison est généralement caractérisée par la baisse des prix des fèves en raison des difficultés d'accès au bassin de production du fait de la dégradation de l'état des routes. Mais en cette campagne cacaoyère 2019-2020, la forte demande des fèves consécutives à l'entrée en service de nouvelles unités de transformation dans le pays semble prendre le pas sur le mauvais état des voies d'accès aux différents bassins de production. Je l'annonçais dans les titres, les feux de signalisation jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux, une situation qui favorise les accidents de la route. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à un manque d'éducation routière ou à une négligence? Fifame Atadedi et Louis Koudogbo se sont intéressés au sujet. Reportage. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes regroupées en 4 catégories. Chacun de véhicules, un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment parvenir à leur destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont des porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. C'est un genre journalistique qui exige du professionnel des médias une capacité à interroger plusieurs sources pour obtenir une information vraie et vérifiée sur les sujets d'enquête, notamment. Au Bénin, ce genre journalistique est très souvent négligé, voire délaissé. Quelles sont donc les contraintes qui émoussent l'engagement des professionnels des médias béninois à s'investir dans le journalisme d'investigation? Patrick Adjagbodjou et Louis Koudogbo ont posé la question au directeur de publication du journal Fraternité. Quand vous êtes déjà journaliste, il y a plusieurs spécialisations. Et on peut choisir de ne faire que des investigations. Les pays où les journalistes font beaucoup de sujets d'investigation et donnent des résultats, je pense que ces pays sont même plus dangereux que le nôtre. Notre pays n'est pas si particulier. La particularité du Bénin, c'est peut-être la difficulté d'accès aux sources, ou bien la résistance des acteurs à livrer la vérité. Même il semble qu'il y a une difficulté beaucoup plus objective qu'on ne voit pas. Ce sont les liens incestueux que nous avons entre nous. Nous sommes toujours le cousin du frère de la belle-sœur de tel. Nous avons toujours telle amitié avec tel, bien la belle famille a telle amitié avec tel, bien les parents ont telle relation avec tel.
Et quand vous fouillez, vous faites un pas. De pas, vous voyez ça, vous vous rendez compte que telle personne est liée à moi d'une telle manière, je risque de griller ses intérêts. Vous faites demi-tour, vous allez de ce côté, c'est pareil. C'est cela qui paraît, à mon avis, le frein le plus important dans notre contexte. Vous voyez, vous êtes sur un sujet, vous allez voir quelqu'un vous poser des questions, il sent que vous êtes proche de la vérité, que ça peut le déranger. Il s'arrange pour trouver des gens qui sont proches de vous, des gens influents, qui peuvent vous parler et vous faire renoncer à votre sujet. Il me semble que beaucoup plus l'interventionnisme et ce que je qualifie de relations incestueuses sont davantage des freins à l'épanouissement du journalisme d'investigation chez nous, plutôt que la question des moyens. On n'est pas non plus tenu de prendre des sujets à haut risque. Non, on peut prendre de petits sujets qui recèlent beaucoup de vérités, mais qui ne sont pas révélés. Et progressivement, on monte. Je pense qu'en procédant ainsi, le journalisme d'investigation peut avoir de beaux jours. Mais quand on veut forcément aller vers des sujets hautement politiques, hautement sensibles, ce n'est pas évident qu'on parvienne à des résultats intéressants. On peut aller un peu loin et faire demi-tour. Mais quand c'est des sujets de société, des sujets économiques, des sujets dignes d'intérêt, mais qu'on camoufle, je pense qu'on peut exceller dans ce genre-là, dans notre pays, quelles que soient les difficultés. La gestion des flux migratoires continue de faire débat. La question de l'immigration est l'objet d'une désinformation intense ou d'idées reçues particulièrement vivaces. Pour corriger cet état de choses, des experts se sont réunis autour de la question à Dakar, au Sénégal. Les précisions. La question migratoire, une problématique mondiale. Un constat est fait, les droits des migrants sont bafoués en Europe. Une situation inquiétante qui interpelle toute la communauté internationale. Des médiateurs du Portugal, des îles Canaries, du Niger et du Maroc, ainsi que des experts sénégalais posent le débat. On assiste à une négation qui est choquante par toute l'Europe. En premier, en nier les droits humains, les droits de recevoir les demandeurs d'asile. Et en second lieu, quand ils accueillent les demandeurs d'asile, ils l'accueillent dans les centres de détention et aussi ils nient des droits comme les soins médicaux ou l'éducation des enfants. Un contrôle inopiné dans un pays d'accueil, ça c'est bafouer le droit de l'homme. Faire irruption dans l'appartement, dans la maison d'un étranger, sans l'avertir a priori, sans mandat d'arrêt, sans absolument rien, c'est bafouer les droits humains. Considérer que les Africains doivent être assignés à résidence, c'est-à-dire ils doivent rester chez eux, et que le bien-être et le bienfait leur trouvera sur place, et que c'est le reste du monde qui doit bouger pour leur amener, je ne pense pas que ça c'est un respect de la circulation des personnes et des biens. Donc autant de problèmes qui sont aujourd'hui posés et qui est une forme de contribution à un débat international. Le médiateur de la République a invité ses pairs à réfléchir sur une stratégie commune. Des experts prônent une unité d'action pour une meilleure gouvernance des questions d'immigration. Des solutions d'unité ont été dites, à l'image de ce qui se fait au niveau de l'Union européenne, à l'image des Amériques qui discutent entre elles pour avoir des positions communes. C'est vrai, en Afrique, nous avons une position commune sur les migrations, mais cette position commune n'est pas très bien connue. Donc il faudrait que les acteurs à la base se l'approprient. Et donc il faut un dialogue permanent. L'intérêt que nos invités ont marqué par rapport au sujet, la qualité des débats dans leur teneur et dans leur richesse, ont permis à ceux-là, dont je doutais d'un réveil extrêmement difficile et d'une quasi-impossibilité de nous retrouver ce matin, d'être là les premiers. Qu'ils en soient tous remerciés. La création d'un observatoire national des droits des migrants est aussi envisagée. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.